Marie Kerneck. Vous êtes là, c'est parfait. Vous êtes consultante indépendante, membre du Shift Project, s'il vous plaît, dans la salle. Membre du Shift Project qui travaille donc sur la transition énergétique. Et donc, à ce titre, vous avez participé à la rédaction d'un rapport qui est intitulé « Décarboner la santé pour soigner durablement ». Est-ce que vous pouvez donc nous parler des préconisations de ce rapport? Quelle transition énergétique pour notre système de santé? Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour cette opportunité de présenter les travaux du Shift Project. Est-ce que les slides suivent bien? Oui, absolument. Super. Donc, le Shift Project, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un think tank qui travaille à une économie post-carbone, qui regarde les flux d'énergie et depuis 2020, qui a travaillé un plan très pragmatique de transformation de l'économie française pour rester dans les accords de Paris. Alors, on sait que c'est de plus en plus compliqué de l'imaginer, mais c'est l'objectif, ce qui veut dire une baisse de 80% des émissions d'ici 2050. Et c'est conséquent, ça veut dire l'empreinte moyenne d'un Français divisé par 5. Donc, il n'y a pas que le carbone, il n'y a pas que le climat, mais c'est un point important. Donc, l'environnement, un environnement dégradé a un impact fort sur la santé. On le sait bien, les derniers chiffres de l'OMS parlaient de 13 millions de décès attribués à un environnement altéré, 50 000 décès en France, en lien à la qualité de l'eau, de l'air, les perturbateurs endocriniens, les microplastiques, qui provoquent des maladies cardiovasculaires, cancers, infections respiratoires. Et on voit que les publications sont de plus en plus nombreuses. En mars dernier, on montrait du microplastique dans le sang qui montre l'évidence de ces liens. La crise Covid a aussi mis en évidence ce que l'on appelle One Health, c'est-à-dire le lien tout à fait direct entre la santé humaine, animale et environnementale. Alors, le changement climatique vient accélérer et amplifier la dégradation de l'environnement et son impact sanitaire, avec des effets directs, indirects que l'on connaît malheureusement et que l'on voit de plus en plus régulièrement. L'effet sur la santé de la population en termes de décès, en termes d'augmentation des maladies que l'on a citées, et également maladies vectorielles, hein, sans oublier la santé mentale, et puis effet bien sûr sur les déterminants sociaux de la santé. Et ça fait peser sur nos systèmes de santé une pression de plus en plus forte avec des vraies questions de résilience. Est-ce qu'on va être capable de faire face, alors en termes de gestion de crise, mais tout simplement en termes de pression sur l'ensemble du système. Le système qui lui-même est émetteur d'émissions carbone, comme on va le voir. Donc, pourquoi on s'est intéressé à ce secteur de la santé avec le Shift? Pour ce sujet de résilience, parce que c'est un secteur doublement exposé, impact direct sur le système de santé, dépendance forte aux énergies fossiles. Hein, c'est un large secteur de l'économie qui nécessite une continuité de service et par ailleurs qui a un devoir d'exemplarité. On écoute le médecin, les soignants. On a regardé ce qui se faisait, donc on était mi-2021, on a regardé ce qui se faisait et le système le plus avancé, c'est le NHS qui avait travaillé sur le sujet depuis longtemps, qui montrait que les émissions nationales représentaient 5% le système de santé représentait 5% des émissions nationales. Et le gros du sujet, c'était la supply chain, donc ce que l'on consomme, en particulier les médicaments et le matériel médical. Donc, avec le Shift Project, on a fait ce premier travail qui n'avait pas encore été fait en France, de chiffrer le bilan carbone du système de santé, en reprenant donc le périmètre du système de santé à l'exclusion des administrations de santé qui étaient considérées dans un autre rapport. Et puis, on a regardé donc ce qui existait en termes de données. Alors, quand on parle bilan carbone, on parle de scope 1, scope 2, scope 3. Le scope 1, ce sont les émissions directes. Scope 2, c'est l'électricité. Le scope 3, eh bien, c'est tout le reste. Et comme vous le voyez, c'est 80% du sujet. Les bilans carbone sont obligatoires en France depuis longtemps, depuis la loi Grenelle, mais et ils sont publiés sur le site de l'ADEME. En allant voir, en fait, on s'est rendu compte que 20% à l'époque, hein, de mi-2021, 20% des établissements qui devaient le faire l'avaient fait. Et parmi ces 20% qui existaient, seulement 20% avaient un scope 3. Ce n'était pas obligatoire, mais comme c'est le gros du sujet, ça tronquait un peu la réalité.
pour les produits de santé, de la même manière, on a regardé ce que l'industrie produisait et on a décidé de repartir des données de consommation parce que les données produites n'étaient pas suffisantes. Alors, certains industriels produisaient des bilans carbone globaux, parfois avec des questions de cohérence. Et en tout cas, on n'avait trouvé aucune empreinte carbone publiée par produit. Donc, ce que l'on a trouvé, c'est que le système de santé représente 8% de l'empreinte carbone nationale. Le gros du sujet, ce sont les médicaments et les dispositifs médicaux, très cohérents avec ce qu'avait trouvé le NHS et d'autres qui s'intéressent au sujet. Les autres sources d'émissions, comme vous le voyez, 16% pour donc, les transports, 13% énergie, 9% pour les bâtiments essentiellement et 6% pour l'alimentation. Une fois qu'on a fait ces calculs, on a proposé une première feuille de route de décarbonation qui va être bien sûr affinée avec le temps dans l'objectif d'atteindre ces accords de Paris. Et donc, tout est public sur le site internet du Shift Project. Je vais vous présenter quelques recommandations, mais il y en a d'autres, bien sûr. Alors, au niveau, en termes de mesures transversales, un pilotage national et notamment un décloisonnement santé-environnement, c'est très important, comme le NHS, de pouvoir avoir une vraie stratégie nationale. Une législation qui encourage en ce sens la sensibilisation de tous, des professionnels et des usagers, parce qu'on agit quand on a compris. Et ça, c'est vraiment fondamental. Ça augmente de façon significative, mais il y a encore beaucoup de personnes à emmener, beaucoup de personnes qui ne comprennent pas forcément les tenants aboutissants. Rendre obligatoire, bien sûr, les émissions indirectes. On a vu l'importance de ces émissions, développer la recherche, mettre en place le volet éco-responsable du projet d'établissement, financer et structurer les initiatives de prévention et de promotion et d'éducation de la santé et encourager le partage des savoirs. Alors, je vais aller très rapidement sur certaines mesures. Pour les déplacements, bien sûr, renouveler les flottes de façon plus électrique, des plans de mobilité d'établissement, encourager aussi le covoiturage parmi les patients quand cela est pertinent, l'utilisation du numérique et notamment de la télémédecine quand cela est pertinent, et puis réduire les déplacements inutiles, bien sûr, pour les équipes. En termes d'énergie, alors c'est un sujet hautement d'actualité, organiser la sobriété des usages, massifier la rénovation thermique, l'éco-conception des nouveaux bâtiments. Pour tout ce qui est alimentation, avec un support réglementaire aussi fort, systématiser l'offre de repas et approvisionnement local de saison avec option végétarienne. Et on sait à quel point c'est aussi très positif en termes de qualité pour les patients. Donc, des émissions qui sont dominées par l'achat de médicaments et de matériel médical. Et on comprend le sujet quand on regarde le cycle du médicament, évidemment, et notamment l'aspect production et distribution. Pour tout ce qui est distribution, 22 000 officines en France, 2500 PUI. Il y a aujourd'hui des transports évitables, des allers-retours totalement inutiles, qui peuvent être vraiment optimisés. De la même manière, en termes de packaging utilisé, des emballages de polystyrène, etc. Donc, il y a un vrai travail à faire à ce niveau. Pour tout ce qui est usage et chaîne de production, comme vous le voyez à droite, c'est un travail de thèse d'un interne du CHU de Lille qui s'appelle Gaba Momal, qui a regardé un kit pour injection intravitréenne. Les chaînes de production sont extrêmement internationalisées et ici, il montrait que ce petit kit faisait 225 000 km autour de la planète pour être produit. À gauche, c'est une patiente qui a eu un cancer du sein, une patiente hollandaise, et qui a produit ce petit film qui est disponible sur Internet et qui montre tout ce qui a été utilisé pour son intervention. Donc, il y a vraiment deux questions. Il y a l'usage, la consommation et les chaînes de production.
Là, on voit bien que nos hôpitaux sont très dépendants du plastique. Il y a une consommation de plastique colossale dans les hôpitaux et on sait que le plastique est quand même très peu recyclé aujourd'hui. Alors, deux sujets. Donc, pour réduire la consommation, il y a réduire le gaspillage. Donc, ça va de soi, mais il y a là beaucoup à faire. Travailler à la pertinence des pratiques plus sobres. Et puis, du côté améliorer, décarboner la chaîne de production, il y a toute une réflexion à avoir sur à la fois la relocalisation d'une partie de la production, l'éco-conception du matériel, des politiques d'achat qui encouragent la transparence, notamment sur l'empreinte carbone. Le Shift Project pousse pour que l'autorisation les différentes autorisations à terme soient conditionnées à cette empreinte carbone. Et bien sûr, c'est un dialogue de long terme avec l'industrie. Ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Alors, les 5 R, c'est une slide reprise du NHS. Donc, puis-je réduire, puis-je me passer de ce produit? Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, est-ce qu'on peut choisir du réutilisable plutôt que de l'usage unique? Retraiter, puis-je acheter du retraité, du reconditionné? Aujourd'hui, la législation en France est très contraignante. D'autres pays avancent plus vite sur le sujet. 4, eh bien, c'est toute la politique justement de l'achat pour encourager des achats plus durables. Et 5, le recyclage, encourager les filières de recyclage plastique, papier, carton, métaux et biodéchets. Donc, comme je disais, le NHS est engagé avec l'industrie sur une feuille de route à 10 ans pour arriver vraiment en 2028 à une transparence sur l'empreinte carbone des produits. En France, les associations de patients comme France Asso Santé et des sociétés savantes travaillent en ce sens. Et il y a vraiment depuis un an et demi, une émulation fantastique. Tout le monde s'empare du sujet et ça, c'est remarquable. À titre d'exemple, la Société francophone de néphrologie, dialyse transplantation, qui a un groupe néphrologie verte, qui fait un travail absolument remarquable pour faire aussi bien avec une consommation moindre. Les établissements s'engagent. Ça, c'est l'exemple de Bordeaux, par exemple, avec son guide des unités durables, qui a fait aussi un travail remarquable, mais beaucoup d'autres exemples existent dans différents services. Faire aussi bien en consommant moins, en étant plus rationnel. Et ces démarches de développement à l'hôpital sont particulièrement positives parce qu'en partant d'une démarche environnementale, finalement, on revoit, au travers de la pertinence des soins, on revoit la qualité de ce que l'on fait. On associe les équipes et il y a un vrai sujet de motivation et d'attractivité. Et in fine, il y a très souvent des économies comme le NHS a pu le mettre en évidence. Alors, pour revenir à notre rapport, j'arrive bientôt à la fin, avec toutes ces mesures que l'on a essayé de chiffrer le mieux possible, on voit malgré tout qu'on a un différentiel de 30% par rapport à notre objectif des accords de Paris, ce qui nous fait dire que ça n'est pas suffisant, ces mesures sur notre système actuel qui est très curatif. Il va falloir investir beaucoup plus en termes de prévention et c'est un vrai changement de paradigme. Aujourd'hui, la prévention, c'est 2% du budget de la santé. Or, les déterminants de santé eh bien, sont très en amont. Donc, il s'agit d'investir de faire évoluer notre système vers beaucoup plus de prévention et encourager le financement en ce sens, puisqu'aujourd'hui, le financement est quand même très lié à l'activité. Ça veut dire aussi engager au travers de vous tous, au travers des associations de patients, des citoyens usagers, engager toute la population avec des campagnes non culpabilisantes, des campagnes qui font comprendre l'importance de préserver notre système de santé et l'importance de cette évolution vers plus de prévention, de sobriété, en reprenant bien sûr les thèmes centraux de prévention, en engageant sur la pollution environnementale également, et puis tous les professionnels de santé, notamment de ville, en s'appuyant sur l'exercice coordonné, mais sur la sobriété pharmaceutique, notamment pour certaines classes thérapeutiques, sur la dispensation à l'unité, sur le rôle central
en termes de prévention des pharmaciens d'officine. Un petit exemple, clin d'œil, Antoine Priou, initiative Papillon en Corrèze, qui a réussi dans son officine à monter un vrai petit modèle du genre avec une optimisation de l'approvisionnement, des stocks, un conseil aux médecins, travailler en équipe et une action de prévention et suivi des patients tout à fait optimisée. Donc, en conclusion, les usagers ont un rôle essentiel à jouer dans cette transformation en termes de sensibilisation, en termes de lutte contre le gaspillage, en termes d'encourager l'éco-soin, la pertinence des soins, la sobriété, en termes d'exiger des produits de santé moins impactants et une transparence sur de quoi sont composés nos produits de santé, leur empreinte carbone et pas que, puisqu'ici on a parlé beaucoup de carbone, mais il y a aussi tout l'aspect de toxicité. Encourager le développement de l'économie circulaire, les actions de prévention et à tous les niveaux, au niveau de la gouvernance dans les établissements, au niveau de la démocratie sanitaire, la démocratie en santé, territoire régional, auprès de l'industrie et puis au niveau national. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie Kernec, pour cette présentation qui était extrêmement complète et on a pu voir là aussi toute la mobilisation des patients dans ce champ. Un immense merci à vous et je pense qu'on suivra effectivement les travaux sur le site internet.